Salut à tous, bonne année à tout le monde, je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2021 évidemment, en espérant que cette année soit un petit peu moins pourrie que l'année dernière dans certains domaines, si tu vois ce que je veux dire. Ouais bah c'est mal barré hein. En attendant, je t'emmène pour bien commencer l'année dans la forêt de Brocéliande. Allez c'est parti. Ah bah oui mais non, la forêt de Brocéliande, elle n'existe pas. Bah non, en fait aujourd'hui nous allons voyager dans ton imaginaire. Je vais t'expliquer, allez viens, suis-moi. Et effectivement, la forêt de Brocéliande en elle-même n'existe pas. Elle est en fait une forêt mythique, imaginée par Chrétien de Troyes au XIIe siècle, dans laquelle se déroulent de nombreux faits héroïques légendaires, eux-mêmes tirés d'histoires vraies transmises à l'époque à l'oral. Chrétien de Troyes regroupe et transforme ces histoires pour écrire les romans Chevalier au lion et Lancelot ou le Chevalier de la Charrette, ça ne s'invente pas, et s'inspire d'une forêt bretonne sans jamais la citer. Ce n'est que bien plus tard, au XIXe siècle, qu'on dira de la forêt de Paimpont qu'elle est Brocéliande. Plusieurs sites aideront à faire le lien entre la réalité et la légende, avec notamment la fontaine de Barenton, qui est citée dans le roman de Roux, écrit par Wace, et qui est aussi repris par Chrétien de Troyes pour ses légendes arthuriennes. La forêt de Paimpont se trouve être le plus grand massif forestier de Bretagne, puisqu'il occupe une superficie de 7000 hectares, oui monsieur, oui madame, plus ou moins façonnée par l'homme depuis des générations et des générations. Une fois n'est pas coutume, tu remarqueras que j'ai laissé mes potes chez eux, près de leurs chenilles respectives, et que j'ai préféré partir tout seul. Déjà parce que franchement, ça caille et que je voulais pas leur imposer ça. Ensuite parce que cette sortie m'a un peu pris comme une envie de pisser, tu vois, donc j'ai pas vraiment eu le temps de prévenir tout le monde, voir qui bossait pas, qui était dispo, blablabla. Donc je me suis dit, allez c'est bon, je fais mon parcours vite fait, et on y va. Ouais, moi je dirais plutôt que t'as fait ton égoïste, non? En plus, bon, c'est une toute petite boucle que je fais aujourd'hui, puisqu'elle fait même pas 100 km, donc c'est vraiment un kiki, tu vois. Ouais, ça sent la vraie fausse excuse quand même, hein. Hop, demi-tour. Et voilà, on tourne autour de l'église, et on réaccélère. Pour ce parcours, nous partirons de Guers. C'est la ville la plus proche de notre première étape, les menhirs de Monteneuf. Donc, à la sortie de Guers, on empruntera la D776 sur quelques kilomètres, passant le site de la Pierre Tremblante et continuons tout droit vers Monteneuf. Le parcours complet sera évidemment dispo dans le descriptif. C'est en 1825 que les menhirs sont repérés pour la première fois, avant d'être à nouveau oubliés jusqu'en 1976, date à laquelle un incendie brûlera toute la végétation du coin. Plus tard, en 1989, c'est donc récent, des fouilles débutent et mettent à jour une centaine de menhirs sur quelques hectares. On estime d'ailleurs depuis que le site date de 4500 à 3000 avant Jésus-Christ, mais a été entièrement endommagé en Moyen-Âge, car on les considérait tous ces menhirs comme des symboles païens. Plus récemment encore, de 2011 à 2017, des fouilles régulières sont organisées et ont ainsi permis de découvrir 300 menhirs sur 10 hectares. Ce qui fait en tout 443 menhirs. C'est pas mal. Mais moi ce que je retiens, c'est que ça n'a rien à voir avec une légende. Ah, c'est pas faux. Voilà, première étape de notre périple, le menhir de Monteneuf, c'est fait. On continue dans Brocéliande, on part cette fois sur le château de Tressesson. Voilà, la température se réchauffe un petit peu, c'est pas désagréable parce que je suis parti ce matin, il faisait moins 2, moins 3 degrés. Pour tout te dire, quand j'ai vu l'état des routes, je me suis demandé ce que je foutais là. Je sais pas si tu vois, mais ça... Merde, putain,
Ouais, bah arrête de causer et concentre-toi plutôt sur la route. Bien, comme tu peux le voir, au fur et à mesure qu'on avance, on commence à entrer dans la forêt de Paimpont. Là aussi, c'est pareil, la forêt de Paimpont était beaucoup plus grande il y a des centaines d'années qu'aujourd'hui. En attendant, on va aller voir ce château d'un peu plus près. 15e siècle, tiens, 15e siècle, ça n'a rien à voir avec une légende. Eh ben non. Eh ben, c'est beau. Ah, il est magnifique. Ouais, il est magnifique et il est même très impressionnant. Ses murs sont composés de schiste qui lui donne cette petite couleur rouge. Aujourd'hui, il est une propriété privée et est classé au titre des monuments historiques depuis bientôt 100 ans. Historiquement, on retrouve des traces écrites du château au 8e siècle, même si sa forme actuelle date du 15e. On lui attribue pas mal de légendes, notamment la légende de la Dame Blanche qui date de 1750, à peu près. Une riche fille qui aurait été enterrée vivante dans une robe de soie blanche. Tu vois le genre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En attendant, c'est aussi ici que j'ai rencontré des personnes très sympas. Pour vous, la Bretagne, c'est lequel l'endroit le plus beau? Tout est beau, mais Ah ouais, tout est beau. vous diriez quoi en premier? Dans le top 10, je mettrais la côte de Granit Rose. C'est quand même Ouais. super beau, Perros-Guirec, tout ça. Toute la partie de Quiberon, c'est sauvage et tout, c'est magnifique. Hein. On a fait le Cap Fréhel là. Ouais, Qu'est-ce que c'est beau. c'est beau, hein. Ah bah ouais, carrément. Vraiment, Puis c'est vraiment beau, même s'il fait pas beau justement. Même s'il fait gris, qu'il y a de l'orage, etc. Il y a du vent, les vagues sont magnifiques, c'est vraiment super joli quoi. Un même endroit dans l'année, ça fait 15 paysages différents quoi. Je l'ai bien vendu, la Bretagne, là, non? Allez, la photo souvenir et on enchaîne. Alors oui, Brocéliande et la forêt de Paimpont sont très très riches d'histoire, mais elles regorgent aussi de routes très agréables à pratiquer en moto. Et comme il n'y a pas de mal à se faire plaisir, en voici la preuve. Ouais, parce qu'à Tréoranteuc, il y a une petite église particulière aux vitraux incroyables, sauvée de la ruine par un abbé très malin, et ça vaut le détour. Brocéliande café, bon bah je crois qu'on est au bon endroit. Hein. Voilà les amis, bon on arrive à l'étape suivante de notre petit périple du jour, l'église du Graal. Et ouais, sauf qu'en fait, techniquement, cette église-là, elle a rien à voir avec le Graal. C'est juste lui, le petit bonhomme que tu vois derrière moi en bronze, l'abbé Gillard, qui a eu l'idée un jour de mélanger son église avec la légende du roi Arthur pour récupérer des fonds, retaper l'église et redonner la foi aux gens. Et vous savez quoi? Ça a marché. Et ouais, plutôt malin. Allez, on va visiter l'intérieur. Et cette histoire ne date pas du Moyen-Âge, puisqu'elle remonte aux années 40 seulement. L'abbé Gillard est nommé recteur de Tréoranteuc, et il est convaincu que les religions partagent toutes la même foi. Et quand il découvre les forces des légendes en Brocéliande,
il décide de transformer son église pour mettre en valeur l'évangile à travers le mythe du Graal. Pendant 12 ans, l'abbé restaure son église. Petit à petit, l'église prend la forme qu'on lui connaît aujourd'hui grâce au soutien des paroissiens et des collectivités locales. La mosaïque de cerfs blancs est remplie de symboles. Elle évoque la religion chrétienne à travers ses personnages. Le cerf auréolé, par exemple, représente le Christ et les 4 lions, les 4 évangiles. Jardin des moines, mes amis. Encore une légende qui n'a rien à voir avec le roi Arthur. Bon, j'imagine que je peux me garer là. Voilà, on est au jardin des moines ici. Donc comme tu peux le voir, c'est essentiellement un tas de pierres composées de schiste et de quartz qu'on appellera un tumulus. En fait, en tout, il y en a 27. Pour l'histoire, ça date de moins 3500 à moins 4000 avant Jésus-Christ. Et pour la légende, on dit qu'ici des moines et des seigneurs se réunissaient pour faire ripaille, tu vois, à outrance. Un jour, que Saint Méen passait dans le coin, il les a grillés et leur ordonna de demander pardon. Évidemment, ils ne l'ont pas fait, normal, tu vois, un peu trop orgueilleux. Du coup, Dieu les a punis et les a changés en pierre. Donc, en fait, si tu veux, là, je suis assis sur un curé. Un curé, 2 curés, 3 curés. Tu comptes pas tous les compter, là? Après le jardin des moines, on descendra un peu vers le sud sur la C101 et la D40 pour rattraper Pimpon avec son abbaye et sa forge. Puis on continuera sur la D773, D224 et D38 pour rattraper l'étape suivante. J'aurais pu faire plus court, mais ça aurait été moins beau. Fontaine de Barenton. Ouais, c'est bien. Hein. Écoute ça. Il n'y a rien d'autre que les oiseaux et l'écoulement de la rivière de Barenton qui est juste à mes pieds. Là. C'est hyper reposant et relaxant. Le chemin est juste magnifique. Tu t'attends à avoir une fée ou un petit insecte magique sortir de on ne sait où. Ça vaut les 1,3 km. Alors elle est beaucoup plus âgée que l'époque du roi Arthur. Ouais. Dans l'Antiquité déjà, elle est le centre d'institutions religieuses liées au soi-disant pouvoir de l'eau froide, qui c'est vrai est toute l'année à 10 degrés, peu importe la météo et la saison. Plus tard, vers 1160, Wace, dans le roman du Roux, écrit que c'est une fontaine qui peut faire tomber la pluie ou même carrément être à l'origine de violents orages ou tempêtes. C'est quelques années après qu'on dit d'elle qu'elle est le lieu d'épreuves chevaleresques. Mais c'est en 1467 qu'on localise cet endroit, toujours selon le texte de Wace. La tradition évoque la fontaine de Barenton comme étant miraculeuse. Plusieurs seigneurs s'y rendent afin de demander la pluie en versant quelques gouttes de l'eau de la fontaine sur un gros bloc de grès appelé aujourd'hui Perron de Merlin. Il surplombe la fontaine et c'est ici que Merlin a rencontré la fée Viviane assise sur cette pierre. Pour finir, la fontaine redevient populaire au XIXe siècle par les romantiques. Voilà, bon, la fontaine est derrière moi, la voix off t'a raconté les légendes, et ben j'ai plus qu'à faire 1,3 km dans l'autre sens. Bah ouais, allez c'est parti.
vais tout doux là parce que tu vois, il recommence à faire froid, la route est pas sèche. Ça va pas tarder à rejeter je pense. Dégagé. Tombeau de Merlin. Fontaine de jour, on fait tout le bordel. Voilà, après encore un petit peu de moto, on arrive au tombeau de Merlin. Juste ici. Ouais, ce petit tas de pierre. Je vais t'en parler un peu. Ouais, absolument. Ici aussi, on voit bien que ce tombeau est un mégalithe. C'est au 19e siècle que Félix Ben-Ami annonce que le tombeau de Merlin est dans Brocéliande. Mais le vrai site, qui est en fait une tombe néolithique, est quasiment entièrement détruit par les pilleurs. En fait, ce que tu vois ici comme étant le tombeau de Merlin n'est qu'une ruine et n'a été mis en avant que dans les années 90. Pour la légende, Merlin se retire du monde car il est amoureux de la fille Viviane, tu te rappelles, mais il existe une version différente de la légende qui dit que Viviane l'a enfermé dans une grotte. Vachement sympa la fée. C'est en 1811 que Auguste Creuset de Lesser a écrit que Merlin était enfoui sous un tas de pierres sans savoir où. 10 ans après, un article annonce que Merlin a été enterré dans la forêt de Pimpon. Pour le folklore, tu vois qu'au milieu des pierres pousse du hou et que pas mal de personnes y déposent des objets, des fleurs. D'autres encore y déposent des papiers sur lesquels ils écrivent des vœux que Merlin pourrait réaliser pour eux. On passera rapidement sur l'Arbre d'Or, qui est une sculpture de François Davin pour célébrer la renaissance de la forêt après les nombreux incendies, ainsi que sur le gigantesque chêne à guillotin, vieux de 800 à 1000 ans à peu près, et sur la fontaine de Jouvence, située à quelques pas du tombeau de Merlin et qui, à l'origine, était le lieu de pratique druidique, le tout pour enchaîner sur l'épée du rocher, dernière étape de notre sortie. Excalibur, c'est un super nom pour une épée, non? C'est Chrétien de Troyes qui la baptisera définitivement comme ça, même si c'est Geoffroy de Monmouth qui l'a appelée ainsi la première fois au XIIe siècle. Elle s'est aussi appelée Chastefiole ou Caldefouiche en gallois, mais ça résonne pas pareil. Comme tu l'auras compris, elle est l'épée d'Arthur, mais contrairement à ce que tu penses, elle n'est pas l'épée qu'il a retirée du rocher pour prouver sa lignée royale. Donc l'épée que tu vois là n'est pas Excalibur. C'est l'épée du rocher qui est ici et qui porte bien son nom finalement. Excalibur est réputé pour être incassable et capable de trancher n'importe quelle matière, façon sabre laser de Darth Vader. Le fourreau avait aussi une grande importance puisqu'il protège celui qui le porte de toutes les blessures. Comme Arthur détient le fourreau et l'épée, il est donc invincible au combat. Voilà, c'est sur les bords du lac de Tremelin qu'on laisse l'épée du roi Arthur derrière nous, sur son rocher. J'ai pas réussi à l'enlever, donc c'est que je dois pas être digne de la lignée royale. Ce qui ne m'étonne pas finalement. Quoi qu'il en soit, c'est ici que ça se termine pour nous. Donc tu vois, on a parcouru une petite centaine de kilomètres à travers des légendes et tout Brocéliande. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter si tu as quelque chose à rajouter, à demander. Dans la mesure du possible, je réponds. Et puis, si tu veux, tu t'abonnes. Et puis, je te dis à bientôt. Allez, ciao!